Nous sommes le 7 juillet 1985, un dimanche. Vers 18h30, Robert Bierenbaum, un chirurgien plastique, arrive chez sa sœur à Montclair, dans le New Jersey, aux États-Unis. C'est l'anniversaire de son neveu et sa sœur a organisé une fête pour lui. Évidemment, elle a invité son frère Robert et sa femme, Gail. Arrivé à la fête donc, Robert dit à sa sœur et à son père que Gail n'est pas avec lui et qu'elle ne viendra sûrement pas, car ils se sont disputés plus tôt dans la journée. Il explique que Gail a quitté leur appartement à Manhattan vers 11h ce matin pour aller à Central Park, et qu'elle n'était pas revenue à la maison au moment où il a dû partir pour se rendre à la fête. Alors, il ne l'a pas attendue. Mais Robert s'inquiète. Il n'a eu aucune nouvelle de Gail de toute la journée. Elle ne répond pas quand il essaye de l'appeler. Sur le chemin du retour, il s'arrête chez son ami, le docteur Scott Baranoff, et à ce stade, il semble être en détresse. Il continue d'appeler le téléphone fixe de son appartement, mais il n'a jamais de réponse. Robert raconte à Scott leur dispute et ce dernier lui conseille de rentrer chez lui pour chercher son épouse. Robert retourne donc dans son appartement à Manhattan. Mais Gail n'est pas là. Il téléphone à l'ancien professeur de psychologie de Gail, avec qui elle est devenue amie, le docteur Yvette Face, et il lui raconte la dispute également. Yvette lui conseille de prévenir la police et de demander au portier de leur complexe d'appartement s'il a vu Gail. « Bonne idée, dit Robert. C'est ce que je vais faire. » Les heures passent. Sans nouvelles de son épouse, Robert signale sa disparition le lendemain dans la soirée, donc le 8. Robert raconte toute l'histoire. Ils se sont disputés, Gail est partie à Central Park vers 11h du matin. Elle portait un short, un dos nu et des sandales, et il ne lui a pas parlé depuis. Il dit au policier qu'il a attendu Gail dans l'appartement toute la journée jusqu'à 17h30, mais qu'elle n'est jamais rentrée à la maison. Vers 17h30, il a dû quitter son domicile pour aller chez sa sœur pour la fête de son neveu. Robert précise que Gail a déjà essayé de se suicider par le passé. À des amis, l'homme ajoute également qu'il craignait que Gail ne se soit blessée car sa thérapeute, le docteur Sybil Baran, lui avait dit qu'elle était suicidaire. La recherche pour Gail commence, mais elle s'annonce compliquée, et pas pour les raisons que vous croyez. La police a essayé d'obtenir plus de détails sur Gail de la part de Robert, et dans les jours qui ont suivi sa disparition, ils ont laissé plusieurs messages sur son téléphone lui demandant de reprendre contact avec eux, mais ils ne les rappellent que le 10 juillet, 3 jours après la disparition de Gail. Le 10 juillet, donc, Robert appelle le détective O'Malley et lui demande comment se déroule l'enquête. Il accepte de le rencontrer 3 jours plus tard pour revoir les détails du dernier jour où il a vu Gail. Au vu de son comportement curieux, la police soupçonne rapidement que Robert en sait plus que ce qu'il veut bien faire croire. Et en effet, un certain nombre d'informations sont troublantes. Le 14 juillet, certains des amis de Gail, y compris sa meilleure amie, Marianne, sont à la recherche de la jeune femme et placardent des affiches quant à sa disparition. À un moment, Robert dit en riant à Marianne qu'il pense que Gail est partie faire une virée shopping d'1 semaine à Bloomingdale's. Ce qui n'a aucun sens et qui n'est pas très drôle non plus, mais tout est subjectif. À une autre occasion, il dit à la mère de Gail « Je me demande pourquoi le chat est tombé malade. J'ai dû amener le tapis au nettoyage. » Elle a trouvé ce commentaire étrange. Et puis, certains des détails qu'il a fournis sur ce jour-là, le 7 juillet, varient également en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Il ne dit pas à la police que lui et Gail se sont disputés le dimanche matin, même si c'est ce qu'il a dit à sa propre famille et à certains amis. Il dit à la police qu'ils se sont disputés le soir avant qu'elle ne disparaisse, soit le 6. Lorsqu'on lui demande à propos de quoi ils se disputaient, il répond que c'était à cause de leurs finances. Mais il affirme que tout allait bien par la suite, qu'il a préparé un dîner romantique pour Gail lorsqu'ils sont rentrés à leur appartement le soir du 6 juillet et que Gail est allée à Central Park le lendemain matin à 11h pour se balader. La police lui demande à plusieurs reprises de s'assurer de bien tout leur dire à propos de cette journée du 7 juillet et de ce qu'il a fait ce jour-là. Que chaque détail compte, que plus il sera précis, plus cela les aidera pour retrouver Gail. Robert répète, il est resté dans l'appartement toute la journée à attendre Gail jusqu'à ce qu'il parte pour aller à l'anniversaire de son neveu à 17h30. Pourtant, c'est en contradiction avec ce qu'il a dit aux amis de Gail. Il leur a dit qu'il a cherché Gail à Central Park ce jour-là. Pire encore, il leur a dit qu'il avait retrouvé sa serviette et son huile de bronzage par terre sur la pelouse.
Et bien que cela soit extrêmement pertinent pour la disparition de Gail, il ne partage pas cette information avec la police, ce qui est vraiment curieux. Robert dit au détective qu'il a parlé au portier de leur complexe d'appartements et que ce dernier se souvenait d'avoir vu Gail partir à 11h du matin, mais qu'il ne l'a pas vu revenir. Mais lorsque les policiers parlent à leur tour au portier pour confirmer ses dires, il dit qu'il n'a vu ni Robert ni Gail ce jour-là. De plus, lorsque le détective O'Malley demande s'il peut venir faire un tour dans l'appartement quelques jours après la disparition de Gail à la recherche d'indices, Robert et son avocat, car oui, il a très rapidement pris un avocat, refusant d'être accusé à tort, ne répondent à cette requête que le 12 septembre, soit environ 2 mois plus tard, et ne le laissent effectivement entrer dans les lieux que le 30 septembre. Mais le plus fou, c'est que la permission est donnée sur une base limitée et que la police n'est pas autorisée, par exemple, à vérifier les échantillons de sang ou de cheveux. Inutile de dire que la suspicion sur l'implication possible de Robert dans la disparition de Gail grimpe en flèche chez les policiers. Ils continuent leur enquête et se penchent sur leur mariage, et ils découvrent qu'il était loin d'être parfait. Leur relation est même décrite comme toxique par leur entourage. Mais les choses n'ont pas toujours été comme ça. Gail et Robert se sont rencontrés au début des années 80 lorsque Gail était encore à l'université et lorsque Robert était résident en chirurgie à Manhattan. Robert a tout fait pour impressionner Gail. À ses heures perdues, il est aussi pilote et aimait emmener ses nouvelles copines potentielles en vol pour un rendez-vous. Il est beau, charmant, charismatique, il parle plusieurs langues et est vraiment très romantique. Leur relation a même été décrite comme magique au début. C'était un véritable conte de fées. Mais tout a changé quelques années plus tard et ils ont commencé à se disputer de plus en plus fréquemment dans les mois précédant la disparition de Gail. La sœur de Gail, Hélène, en particulier, a beaucoup de choses à raconter. Elle explique qu'au début de la relation de Gail et Robert, elle a participé à un étrange double rendez-vous avec son chéri de l'époque à elle et Gail et Robert dans un restaurant de sushi. Elle se souvient qu'à un moment, Robert a enfourné de force de la nourriture dans la bouche de sa sœur, puis a essayé de faire de même avec elle et que ça l'a beaucoup dérangée. Ce qui se comprend. Hélène déclare également que sa sœur l'a appelée un jour en pleurant parce que Robert a essayé de noyer son chat dans les toilettes. Quand Hélène a essayé de faire entendre raison à sa sœur en lui expliquant que Robert était un homme dangereux et qu'elle devait le quitter, Gail lui a répondu, je cite, « Mais non, Hélène, nous allons nous débarrasser du chat et tout ira bien parce qu'il croira que je l'aime. » Hélène lui a alors rétorqué, « C'est plutôt de lui que tu devrais te débarrasser. » Mais malgré tout, Gail a décidé d'épouser Robert. Ils se sont mariés 1 mois plus tard, en 1982. Hélène précise que sa sœur lui a dit « Je suis intelligente, je suis aimante, mon amour le guérira, ça va marcher. » Mesdames, mesdemoiselles, un homme qui essaye de noyer votre chat est un immense red flag. Si cela vous arrive, quittez-le, par pitié. Petit à petit, les enquêteurs découvrent d'autres incidents troublants. Les amis et la famille trouvaient que Robert contrôlait de plus en plus Gail et cette dernière a déjà dit à un voisin qu'elle ne se sentait pas à l'aise chez elle. En 1983, 2 ans avant sa disparition, Robert a carrément étranglé Gail jusqu'à ce qu'elle frôle l'inconscience car il l'a surprise en train de fumer sur le balcon. Elle a signalé cet incident à la police sans qu'il n'y ait de suite. Gail est tout de même resté avec Robert après ça car il lui a promis qu'il irait voir un psychiatre. Il a bien tenu sa promesse, mais quelque temps plus tard, le psychiatre envoie une lettre à Gail, l'avertissant que Robert pourrait finir par la tuer. Je n'ose pas imaginer le sentiment qu'on doit ressentir quand on reçoit une lettre de ce genre. Gail a dû devenir parano. Puis vient la cerise sur le gâteau. Peu avant de disparaître, Gail rencontre un autre homme. D'après un de ses amis, elle voulait quitter Robert et avait prévu de le faire, je vous le donne en 1000, le 7 juillet. Gail voulait divorcer. Elle n'en pouvait plus de cette vie. Elle avait rencontré quelqu'un, c'était sa chance de fuir la violence, sa chance d'être heureuse. Elle précise à cette amie que si Robert refuse de divorcer, elle utiliserait la lettre du psychiatre et ruinerait sa carrière. Mais pas que. Gail compte aussi menacer Robert de révéler les allégations selon lesquelles lui et son père auraient commis une fraude de plusieurs millions de dollars à l'assurance maladie, ce qui serait, cela va sans dire, très problématique pour lui. Robert accorde énormément d'importance à sa réputation. Après tout, c'est un chirurgien plastique. La réputation, ça compte beaucoup dans ce milieu.
À ce stade, les policiers ont peu de doutes et réunissent toutes les preuves circonstancielles qu'ils peuvent. Mais c'est bien là le problème, les preuves ne sont que circonstancielles. Gail est toujours porté disparu. La recherche de Gail se poursuit et sa famille et ses amis ne lâchent rien et continuent de chercher la jeune femme. Tout le monde redoute le pire. Mais Robert, lui, ne semble pas inquiet. Il passe beaucoup de temps dans les Hamptons, fait la fête et commence même à sortir avec des femmes. En septembre 1985, 3 mois après la disparition de Gail, la docteure Roberta Karnowski emménage avec lui dans l'appartement conjugal de Manhattan. 1 an passe, aucune trace de Gail n'est trouvée et aucune arrestation n'est faite. Mais heureusement, la disparition de Gail est toujours une enquête ouverte et active, et le nouvel enquêteur en chef, Andy Rosenzweig, examine à nouveau les preuves. Et une petite information, jusque-là mise de côté, va faire naître chez lui une hypothèse sur ce qu'il s'est passé. Il apprend que Robert est un pilote agréé et qu'il part en vol régulièrement. Alors il a une idée et décide de vérifier l'aéroport de Fairfield, New Jersey, et certains carnets de vol, car il sait que Robert a ses habitudes dans cet aérodrome. Et là, bingo, il retrouve la trace de la location d'un avion Cessna 172 à l'aéroport de Caldwell à Fairfield à 16h30 le 7 juillet 1985 par un pilote du nom de Robert Bierenbaum. Pour rappel, il a affirmé aux policiers être resté chez lui toute la journée pour attendre le retour de sa femme. Quel gros menteur! Plus curieux encore, la date sur le carnet de vol personnel de Robert a été modifiée et changée au lendemain, 8 juillet. La question se pose donc, pourquoi Robert voulait-il garder ce vol secret? Le détective Rosenzweig formule l'hypothèse suivante. Il pense que Robert a tué Gail, emmené son corps avec lui dans l'avion et l'a jeté dans l'océan Atlantique. Son temps de vol d'1h56 lui a donné suffisamment de temps pour un vol aller-retour d'environ 265 km, dont la moitié se trouve pile au-dessus de l'océan Atlantique. Mais sans corps, le bureau du procureur n'a pas assez de preuves pour obtenir une condamnation. 4 ans après la disparition de Gail, en mai 1989, un torse est retrouvé échoué à Staten Island. À cette époque, les tests ADN n'étaient pas disponibles, alors la seule solution, c'est la comparaison. Un technicien en radiographie compare donc une vieille radio des poumons de Gail avec le torse retrouvé et confirme qu'il s'agit bien de la jeune femme. Le torse est remis à sa famille et un service funéraire est organisé pour commémorer la mort de Gail. Malheureusement, aucune accusation, aucune arrestation n'est effectuée malgré la très forte suspicion qui repose sur Robert. Élu d'ailleurs, il déménage tranquillement à Las Vegas 1 an plus tard, en 1990, ouvre son propre cabinet de chirurgie plastique et continue à sortir avec des femmes et à profiter de la vie. Il commence à fréquenter le docteur Stephanie Youngblood, mais leur idylle se termine en 1995. En 1996, il épouse Janet Shallow et il déménage dans le Dakota du Nord. Une petite fille née de leur union. Personne dans le Dakota du Nord ne connaît le passé de Robert, en particulier le fait que sa première femme ait disparu du jour au lendemain. Robert, d'ailleurs, est même en fait devenu une sorte de héros local pour avoir sauvé la vie d'un garçon mordu par un tigre à la foire de l'État. Oui, un tigre. La nounou de leur fille précise, je cite, « Il avait fière allure, il portait des costumes, il aimait son enfant, il aimait les chiens, bref, que du positif. » Mais le détective Rosenzweig ne se laisse pas amadouer. Il ne peut pas le laisser partir. Il ne peut pas rester sur un échec et accepter le fait que la disparition de Gail reste non résolue. Il jette à nouveau un œil sur l'affaire et prend une décision lourde de conséquences. Cela fait plusieurs années que le torse a été retrouvé. La médecine légale de l'ADN a évolué depuis, et le détective se dit que ça pourrait sûrement leur apporter des réponses. Alors il demande à la famille de Gail s'ils seraient d'accord pour faire exhumer le torse afin de pouvoir le faire tester. Ils acceptent. Et les tests démontrent finalement que le torse n'appartient pas à Gail. Bien entendu, c'est un énorme coup dur pour la famille de la jeune femme. Parce que bien que cela avait pour conséquence que Gail soit morte, ils pensaient au moins qu'ils savaient ce qui lui était arrivé. Ils avaient leur réponse, ils ont pu faire leur deuil. Mais maintenant, tout est chamboulé. Ils n'ont plus aucune certitude. Ils ne savent même plus si elle est vraiment décédée ou si elle est quelque part,
perdu ou retenu de force? Les enquêteurs décident de réinterroger toutes les personnes impliquées dans l'affaire. Ils se rendent dans le Dakota du Nord pour parler à Robert lui-même et à Las Vegas pour parler à Stephanie Youngblood, son ancienne petite amie, ainsi qu'à d'autres femmes que Robert a fréquentées. Stephanie en particulier a des choses importantes à dire. Elle dépeint leur première année de vie commune comme absolument parfaite. Nous avons participé à des galas de luxe, nous sommes allés skier en Argentine au mois d'août, nous sommes partis en voyage et en week-end en amoureux, raconte-t-elle. Elle pensait vraiment être tombée sur la perle rare, sur un homme parfait et généreux. Elle a des étoiles dans les yeux quand Robert rejoint une organisation qui envoie des médecins et des infirmières au Mexique pour soigner les enfants qui ont besoin de soins médicaux. Mais au fil du temps, des fissures sont apparues dans la façade de Robert. Selon Stephanie, alors qu'il lui avait dit qu'il n'avait jamais été marié, elle a vu le nom de Gail Birenbaum sur ses chèques et après l'avoir confronté à ce sujet, il a fini par admettre qu'il a déjà été marié, tout en précisant que sa femme avait disparu et qu'il n'aimait pas en parler. Stéphanie est interloquée, mais elle explique que pour elle, l'histoire qu'il lui a racontée était crédible. Robert lui a néanmoins précisé « Ce n'est pas une affaire publique, j'apprécierais vraiment que tu la gardes secrète. » Puis, il y a 2 incidents qui ont vraiment fait peur à Stéphanie. 2 fois, Robert a explosé de rage contre elle devant d'autres personnes. Après la 2e fois, elle a convaincu Robert de consulter un thérapeute et ce dernier lui a personnellement recommandé de mettre fin à la relation parce que sa vie pourrait être en danger avec lui. Elle l'a donc quitté. Tiens, l'histoire se répète. Les enquêteurs récoltent un autre témoignage extrêmement important, celui d'une ancienne petite amie de New York. Elle leur a dit qu'elle se trouvait avec lui un soir lorsqu'il a reçu un appel de la police disant qu'il pensait que quelqu'un avait trouvé Gail. Il leur a dit qu'il les rappellerait plus tard, puis s'est tourné vers elle et lui a dit « Je doute que ce soit elle ». Grâce à ces témoignages et aux preuves concernant le vol de Robert le jour de la disparition de Gail, la police et le bureau du procureur estiment dorénavant que les preuves sont suffisantes. Et en 1999, 15 ans après le dernier signe de vie de Gail, Robert est finalement arrêté et accusé de meurtre au 2e degré de son épouse. Son procès commence en octobre 2000. Évidemment, il plaide non coupable. C'est mal parti pour l'accusation. Les preuves contre Robert sont entièrement circonstancielles. Il n'y a pas de témoins oculaires, pas de preuves ADN comme du sang par exemple, pas de confession et surtout, pas de corps. Mais l'accusation tient bon. Les avocats expliquent que même si les preuves sont circonstancielles, tout indique que Robert a tué Gail. Pour eux, voici le déroulé des faits. Dans les semaines précédant juillet 1985, Gail a dit à sa sœur Elaine qu'elle était prête à partir. Elle a annoncé à sa sœur qu'elle avait informé Robert de son intention d'utiliser la lettre de son psychiatre s'il n'acceptait pas un divorce par consentement mutuel. Peu après le début du mois de juillet, Gail a signalé à sa meilleure amie Marianne qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, un psychologue nommé Ken Feiner, qu'elle était très heureuse et amoureuse et qu'elle prévoyait de demander le divorce. Gail a ajouté qu'elle avait obtenu un prêt dont Robert ne savait rien et qu'elle était donc financièrement capable de le quitter. Autour du 4 juillet, Gail a informé Marianne qu'il était imminent qu'elle annonce à Robert qu'elle le quittait, mais qu'elle était toujours inquiète quant à ses finances, alors Marianne lui a proposé de l'héberger gratuitement quelque temps. Ce même soir, Gail et Ken ont dîné en amoureux, et Gail a annoncé à son amant la proposition de colocation de la part de Marianne, en précisant qu'elle se sentait soulagée et désormais financièrement capable de quitter Robert. Gail et lui ont convenu de se rencontrer le 13 juillet, lorsqu'ils seraient tous les deux dans les Hamptons. Le 6 juillet, Gail s'est rendue à un rendez-vous médical. Le médecin a précisé qu'elle était d'humeur plutôt joviale et une fois l'examen terminé, elle a pris rendez-vous pour décembre et a dit en partant « à dans 6 mois ». Le soir même, 2 amis d'enfance de Robert qui étaient de retour à New York ont invité l'homme à se joindre à eux pour la soirée, mais Robert a refusé, expliquant qu'il avait prévu d'aller au cinéma et au restaurant avec Gail. Après cette conversation téléphonique, Gail a annoncé à Robert qu'elle le quittait. Robert est entré dans une rage telle qu'il a tué la jeune femme, probablement en l'étranglant comme il en avait l'habitude. Puis, étant chirurgien, il a démembré le corps de Gail afin que les morceaux rentrent dans des petits sacs poubelles, puis le tout dans un sac de voyage qu'il a pris avec lui à bord de l'avion qu'il a loué le lendemain. Puis il a volé au-dessus de l'océan et s'est débarrassé des morceaux de corps.
Il est rentré chez lui, s'est débarrassé du tapis de son salon qui était probablement taché de sang, puis a fait croire à tout le monde que Gail avait disparu. Pour prouver ces allégations, l'accusation démontre au jury qu'il était physiquement possible pour Robert de se débarrasser du corps tout en pilotant l'avion. Pour cela, ils appellent 4 témoins experts à la barre et ont même préparé une vidéo. Le jury entend les 4 témoins experts. Le médecin légiste en chef de la ville de New York, un pilote expérimenté de la police de New York, un inspecteur de la sécurité aérienne et un instructeur de vol. Tous ont affirmé qu'il était physiquement possible pour Robert, un résident en chirurgie et pilote, de démembrer un corps de la taille de Gail, 1m60 et 50 kg, en seulement 10 minutes, d'emballer ses membres dans un sac de voyage et de passer par une sortie arrière non surveillée de son immeuble pour éviter le portier et de marcher sur 2 pâtés de maison jusqu'à sa voiture. Puis prendre le sac avec lui en vol, partir dans les airs, se mettre en pilote automatique et jeter les bouts de corps par la fenêtre, directement dans l'océan. Le jury apprend aussi que Robert aurait pu charger le sac de vol dans l'avion sans que personne ne s'en aperçoive, car ayant ses habitudes, il n'avait même pas besoin de passer devant le bureau du gérant de l'aérodrome. Concernant le mobile, il est très simple. Gail voulait quitter Robert. Elle avait tout prévu. Elle avait emprunté de l'argent, elle savait où elle allait vivre temporairement. Elle était déterminée à le quitter ce jour-là, le 7 juillet. L'accusation précise que Robert n'a dit à personne, même pas à sa propre famille, qu'il avait fait un tour en avion ce jour-là. On leur a montré le carnet de vol modifié qui laissait apparaître qu'il était parti voler le lendemain. Les témoins défilent et racontent à quel point la relation de Robert et Gail était toxique à cause de ce dernier. Le cousin de Gail revient sur l'incident de l'étranglement à cause de la cigarette sur le balcon. Il mentionne le fait que Gail lui avait précisé que ce n'était pas la première fois qu'il le faisait, mais que c'était la première fois qu'elle avait fini inconsciente. Marianne raconte que Gail lui demandait souvent ce qu'elle ferait à sa place si son petit ami la menaçait de la tuer si elle le quittait, et elle revient sur un épisode que Gail lui a raconté où elle et Robert regardaient une émission de télévision sur l'affaire du meurtre de Von Bulow, et Robert a déclaré que le problème avec Klaus Von Bulow, c'est qu'il a laissé des preuves et que lui ne ferait pas cette erreur. Vient ensuite le témoignage de la thérapeute de Gail, le docteur Sybil Baran. Robert a dit aux amis de Gail, juste après sa disparition, que sa thérapeute lui avait avoué qu'elle était suicidaire. Mais le docteur Baran précise qu'elle n'a jamais discuté d'un tel sujet avec Robert et qu'elle ne croyait pas que Gail était suicidaire. Par contre, le docteur Baran raconte que Gail l'a informé à plusieurs reprises, au fil des ans, qu'elle était très anxieuse à l'idée de rester avec Robert et qu'elle avait extrêmement peur de ses éruptions de colère arbitraire, mais qu'elle ne pouvait pas le quitter, car elle avait également peur de ne pas être financièrement autonome si elle le faisait. Et puis, souvenez-vous du docteur Yvette Face, l'ami de Gail que Robert a contacté en rentrant chez lui le soir de la disparition de la jeune femme. Le docteur Face raconte qu'elle a dû insister fortement auprès de Robert pour qu'il prenne l'affaire au sérieux et qu'il contacte la police rapidement. Elle explique qu'elle est restée en contact quotidien avec Robert dans les jours qui ont suivi et qu'elle a été surprise d'apprendre qu'il avait d'abord engagé un avocat avant de contacter la police. Ni lors de leur première conversation, ni lors des très nombreuses fois où elle a interrogé Robert sur ce qu'il et Gail avaient fait le 7 juillet, il ne lui a mentionné qu'il avait fait un tour en avion. Selon le Dr Face, Robert ne semblait pas très intéressé par ses suggestions concernant les mesures concrètes à prendre pour retrouver Gail, en particulier celle de parler au portier de son immeuble. Elle a finalement jugé nécessaire d'appeler elle-même la morgue, la police et la presse. Le 14 juillet, elle est passée au domicile de Gail et Robert et elle a été surprise de voir que le tapis du salon n'était plus là. Et quand elle a demandé à Robert ce qu'il s'était passé, il lui a répondu qu'il l'avait envoyé au nettoyage. Interloqué, le docteur Face lui a demandé comment il avait le temps de s'occuper de ce genre de choses avec l'absence de sa femme et il a nonchalamment répondu que le chat avait sali le tapis. Un autre chat, pas celui qu'il a essayé de noyer. En parlant de chat d'ailleurs, Robert, qui nie par l'intermédiaire de son avocat avoir essayé de noyer le chat de Gail dans la cuvette des toilettes, admet qu'il a effectivement tué un jour un autre chat. Il appartenait à une ancienne petite amie et lorsqu'il s'est penché sur le siège arrière d'une voiture pour le calmer, il l'a accidentellement étouffé. Ouais. Enfin, parlons du témoignage du docteur Stone, le psychiatre de Robert.
Il a eu l'homme pendant quelques séances, 6 ou 7, dont une en couple avec Gail, afin de se faire une idée et de décider s'il prenait Robert comme patient ou pas. Il a tout de suite compris que Gail était en danger et a préféré la prévenir, et il était alarmé qu'elle soit restée avec lui malgré son avertissement. Il s'inquiétait qu'elle soit trop provocante, car elle savait comment pousser Robert à bout. Pour lui, Robert est un psychopathe. Alors, il a fait quelque chose de très inhabituel. Il a insisté pour rencontrer les parents de Robert, afin de les avertir que selon lui, il pourrait tuer Gail. Les parents de Robert, dit-il, n'ont pas été totalement surpris d'apprendre que leur fils était capable de violence. Le docteur Stone lit un extrait de ses notes, je cite. « À partir de l'âge de 13 ou 14 ans, juste après sa bar mitzvah, Robert s'est fortement impliqué dans la LSD, la cocaïne et peut-être la marijuana. Lors de la bar mitzvah de Robert, ce dernier a donné un coup de pied à son père dans le ventre. » Le docteur Stone raconte que vers la fin de la séance, les Bierenbaum étaient si reconnaissants qu'ils l'ont supplié de prendre leur fils comme patient. Mais il leur a répondu qu'il ne le ferait que si Robert acceptait certaines conditions qu'il espérait que l'homme refuse, car à ce moment-là, le psychiatre pensait que Robert était capable de le tuer lui aussi. Premièrement, toute leur séance serait enregistrée en double et une cassette serait envoyée à un avocat. Deuxièmement, une police d'assurance vie serait souscrite au nom du Dr Stone avec ses 2 enfants comme bénéficiaires, au cas où Bob l'assassinerait. 1 million chacun s'il le blesse et 2 millions chacun s'il le tue. Et la troisième condition, c'est que Gail et Robert devaient divorcer. D'après le Dr Stone, les Bierenbaum n'étaient pas ravis. Ils lui ont donné un chèque de $1100 pour couvrir toutes les séances combinées. Robert n'y est pas retourné. Près de 2 ans plus tard, Gail a disparu et le Dr Stone explique que dès qu'il l'a su, il a été tourmenté par le fait que l'homme qu'il n'a pas voulu traiter l'a sûrement fait disparaître. Alors il s'est manifesté auprès de la police. Le seul problème est que Marvin et Nettie Bierenbaum, les parents de Robert, affirment n'avoir jamais rencontré le Dr Stone. Madame Bierenbaum a même signé une déclaration sous serment déposée auprès du tribunal dans laquelle elle affirme qu'elle n'a jamais rencontré, parlé, entendu ou eu de contact de quelque type ou description que ce soit avec un Michael Stone, MD. Mais ils ont cependant effectivement bien fait un chèque pour payer les visites de leur fils et de Gail. Au téléphone avec une journaliste, des années plus tard, le Dr Stone revient sur cet épisode. « Ils mentent, dit-il, parce que non seulement je les ai rencontrés, mais ils m'ont supplié de prendre en charge ce fils de pute. » Il dit au téléphone se souvenir même de leur apparence. « C'est un homme de forte corpulence, non ?» Eh bien non. En réalité, Marvin Bierenbaum est un homme petit et mince, une petite crevette, comme l'a décrit un jour Elaine, la sœur de Gail. Mais au téléphone, le Dr Stone reste imperturbable. Il a catalogué Robert comme un menteur pathologique en plus d'être un psychopathe, alors cela ne le surprend donc pas le moins du monde que les parents soient aussi des menteurs. Pour la défense, ce procès est le procès d'un homme innocent. Ils affirment que Gail avait des problèmes de santé mentale, un problème de drogue, qu'elle voyait d'autres hommes et qu'elle était instable. Ils expliquent que Robert et Gail avaient déjà pris de la cocaïne ensemble et que Robert ne serait pas étonné que Gail ait été tuée par un dealer de drogue. La défense appelle un témoin qui déclare au tribunal qu'il a vu Gail dans un restaurant de bagel quelques jours après sa disparition. Mais l'accusation fait remarquer au jury que la description qu'il a donnée de la femme ne correspondait pas à la description de Gail. Le jury délibère pendant 5h30 et finalement déclare Robert coupable de meurtre au 2e degré de son épouse Gail. Il est condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle dans 20 ans. Évidemment, Robert fait appel, mais ça n'aboutit pas. Après avoir purgé 20 ans de sa peine lors d'une audience de la commission des libérations conditionnelles en décembre 2020, Robert avoue, pour la première fois, avoir tué Gail. « Je voulais qu'elle arrête de me crier dessus, alors je l'ai attaquée, » dit-il. Lorsqu'on lui demande comment il s'y est pris, Robert dit qu'il l'a étranglée et a poursuivi en disant « Je suis parti en vol, j'ai ouvert la porte et j'ai poussé son corps hors de l'avion, au-dessus de l'océan. »
Lorsqu'on lui demande pourquoi il a tué son épouse, il dit à la commission qu'il était immature et qu'il ne savait pas comment gérer sa colère. À ce jour, le corps de Gail n'a jamais été retrouvé. Gail Beth Katz est née le 8 mars 1956 à Brooklyn de Manny et Sylvia Katz. Sa sœur Elaine est arrivée 22 mois plus tard et leur frère Steve est né en 1969. À cette époque, la famille a déménagé de Flatbush, Brooklyn, à Long Island. Manny finit par prendre une deuxième hypothèque sur leur maison pour acheter une papeterie à West Hempstead qu'il dirige avec sa femme Sylvia. Steve se souvient d'un père très stressé qui ne partageait pas énormément de choses avec ses enfants et d'une mère très protectrice et autoritaire. Il se souvient de leur mariage comme n'ayant jamais été génial. « Je ne me souviens pas qu'ils aient jamais été extrêmement heureux, malheureusement, » dit-il. Ils se disputaient toujours à propos d'argent et d'autres choses du même genre. Après la disparition de Gail, les choses ont empiré. Le plus grand souvenir que j'ai de toute cette histoire, c'est ce que ça a fait à ma mère. La vie de Sylvia Katz s'est en quelque sorte arrêtée. Elle disait souvent « Comment oserais-je être heureuse alors que je ne sais pas où est ma fille ?» Elle se sentait très coupable du sort de sa fille. Elle répétait en boucle « J'aurais pu faire plus, j'aurais pu lui donner de l'argent pour qu'elle le quitte et vienne vivre avec nous, ou pour qu'elle prenne un appartement. » Son père, lui, semblait de plus en plus en colère. « Manny Katz a toujours été un type bruyant, qui criait, qui hurlait beaucoup, » dit Steve, même s'il n'a jamais été physiquement violent, à part quelques corrections sur ses enfants. Lorsqu'il est décédé en 1995, raconte Steve, il a laissé à Elaine et à lui 0 héritage. Uniquement des dettes. D'après Elaine, sa mère Sylvia mettait toute son énergie dans sa sœur parce que c'est elle qui en avait le plus besoin. Elle raconte qu'elle s'en est rendue compte très tôt car elle entendait ses parents se disputer à ce sujet. Elle entendait sa mère essayer de convaincre son père d'être plus sensible aux besoins de Gail. C'est alors que Gail a ramené Robert Bierenbaum à la maison. Des amis communs l'avaient mise en contact avec le fils de ce cardiologue réputé. Elaine dit que de l'avis de ses parents, sa sœur à problème était en quelque sorte en train de se reprendre en main. Elle pense qu'ils étaient soulagés que quelqu'un d'autre s'occupe d'elle. Elaine n'a jamais eu aucun doute sur la culpabilité de Robert. Dès le début, elle a affirmé, je cite, « Ma sœur n'est pas avec moi, ni avec mes parents, et à ce moment-là, j'ai su qu'elle était morte. » Et c'était la très triste histoire de Gail Katz. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous.